Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Pour la première fois de l'histoire de la conquête spatiale, un engin artificiel s'est posé sur une comète. Philae, c'est son nom, symbolise une première historique. C'est une victoire pour l'Europe, a affirmé le président Hollande. Le petit robot aurait toutefois légèrement rebondi lors de son atterrissage, ce qui expliquerait les difficultés pour son ancrage. Les détails à suivre. Les autorités ont-elles tardé à révéler la mort de Rémi Fraisse? Selon des PV de conversation entre gendarmes, les forces de l'ordre présentes cette nuit-là ont tout de suite compris la gravité de la situation. Contrairement aux premières déclarations officielles, nouvelle vague d'indignation chez les Verts qui dénoncent une défaillance d'État. Le rappel des faits dans ce journal. Et puis ambiance tendue cet après-midi à l'Assemblée nationale. La droite maintient la pression sur le gouvernement et appelle à la démission de Jean-Pierre Jouyet. De son côté, le Premier ministre Manuel Valls renvoie l'opposition à l'affaire Big Malion et refuse, dit-il, d'entrer dans ces polémiques. Analyse et débat ce soir sur ce feuilleton avec le club d'éditorialistes du mercredi 22h. Enfin, escalade de tensions au Proche-Orient, une succession d'incidents graves fait craindre le pire dans la région. Le risque d'embrasement entre Palestiniens et Israéliens est réel. On en parle tout à l'heure avec le spécialiste Jean-Paul Chagnolot. Il est notre invité ce soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. L'émotion était grande cet après-midi lorsque le petit robot Philae a atterri sur le noyau d'une comète à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre. C'est une première historique et même si l'engin a connu quelques difficultés d'ancrage, eh bien la fierté est grande dans la communauté scientifique et au-delà. Bien sûr, on voit tout cela avec Julie Hulin. Nous sommes à 500 millions de kilomètres de la Terre. Un petit robot nommé Philae vient d'envoyer ses premières photos après s'être posé cet après-midi sur la comète Chury. Une première historique pour les scientifiques de l'Agence spatiale européenne qui attendaient ce moment depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous avons démontré que l'expertise européenne, dans l'industrie, dans les agences spatiales nationales, dans les centres de recherche, partout, c'est la meilleure expertise du monde, car nous sommes les premiers au monde à l'avoir fait et on s'en souviendra toujours. Philae, c'est une sonde robot équipée d'une dizaine d'instruments de mesure. Sa mission, réaliser des prélèvements qui pourraient donner des informations sur les origines du système solaire, voire sur l'apparition de l'eau et de la vie sur Terre. La mission a coûté 1,4 milliard d'euros. Les heures qui vont suivre seront décisives. Pour l'instant, difficile pour les scientifiques de dire si le robot est stable et s'il pourra continuer à transmettre de précieuses données. Mais Philae a déjà réussi sa mission, celle de faire rêver. Dans l'actualité, le feuilleton Jouyet-Fillon se poursuit et repart de plus belle lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. La droite maintient la pression sur le gouvernement et appelle à la démission de Jean-Pierre Jouyet. De son côté, le Premier ministre Manuel Valls renvoie l'opposition à l'affaire Big Malion et refuse, dit-il, d'entrer dans ces polémiques. Retour sur un après-midi agité. Sourire et connivence, l'échange est clairement mis en scène et vient apporter la réponse que tout le monde attendait depuis quelques jours. Oui, le gouvernement soutient son secrétaire général Jean-Pierre Jouyet. Il est secrétaire général de l'Élysée, M. Doucan, donc il le reste. Et il était là ce matin au Conseil des ministres. Le sujet n'aurait même pas été abordé en Conseil des ministres. Mais cet après-midi, à l'Assemblée nationale, la tension est forte. À droite aussi, on a décidé de se serrer les coudes en soutenant François Fillon d'une seule voix. Pensez-vous sérieusement que M. Jouyet ait pu agir de la sorte sans avoir reçu les instructions du président de la République? M. Jouyet a commis une véritable forfaiture. Nous demandons solennellement sa démission. Les temps, et vous avez du mal à l'admettre, ont changé. Le respect, le simple respect de l'indépendance de la justice, voilà notre règle constante. Et n'oublions pas que la polémique dans laquelle vous voulez nous entraîner pour échapper à la vérité abaisse le débat politique et ne correspond pas à ce que les Français attendent de la représentation nationale. Droite et gauche se renvoient la balle, affichant une union de façade. L'affaire dérange et affaiblit finalement les deux camps.
Soupçonné d'avoir voulu actionner la justice contre Nicolas Sarkozy, François Fillon a porté plainte. Vendredi, il saura s'il peut accéder à la copie de l'enregistrement entre le secrétaire général et les journalistes du Monde. L'occasion de lever un soupçon qui pourrait lui être fatal. Faut-il verser des aides aux étrangers qui ne cherchent pas de travail? Ce débat fait rage au Royaume-Uni et en Allemagne et la Cour de justice européenne a répondu non. Il n'y a donc pas d'obligation à verser des aides sociales. En France, le Front National se félicite que la priorité nationale soit reconnue par l'Europe. Les détails avec Paul Bouffard. Non au tourisme social. La Cour de justice européenne juge qu'un citoyen de l'Union ne pourra bénéficier de prestations sociales d'un autre État membre qu'à la condition de respecter la directive sur la libre circulation. En clair, un citoyen touchera les aides sociales d'un pays hôte si et seulement s'il recherche du travail et a des ressources propres pour son installation. Pour certains, cette décision était attendue. Pas question de générer la moindre entrave à la liberté de circulation des personnes et au marché unique. Par contre, moralisation à l'adresse de celles et ceux qui, au travers, je dirais, d'États plus accueillants, eh bien, viendraient ici ou là, dans tel ou tel État, profiter des prestations sociales. D'autres pensent que la décision pourrait aggraver les inégalités entre pays de l'Union. Pour Éric Boquet, on ne fait pas du tourisme social, certains tentent simplement de survivre. Liberté de circulation des individus, c'est magnifique comme idée. Mais après, il faut que les moyens soient aussi en possession des gens, de manière à ce qu'ils puissent s'établir là où ils le souhaiteraient éventuellement, qu'on ait une Europe ouverte, une Europe sociale qui est inscrite dans les textes, mais qui n'est pas encore à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est l'Europe de la concurrence qui sévit et qui amène à des dérives comme celles que l'on vit. Pour le secrétaire d'État aux Affaires européennes, la décision ne remet pas en cause la libre circulation dans l'Union. Cet arrêt confirme qu'on ne peut en aucun cas user de cet espace de liberté de circulation pour abuser des dispositions sociales qui existent dans les autres États membres. De son côté, la Commission européenne salue la décision, rappelant que la libre circulation signifie le droit de se déplacer et non le droit d'avoir librement accès aux prestations sociales. La suite du 22h, dans un instant, c'est le club d'éditorialistes du mercredi soir. Au programme de notre débat, la pression sur le gouvernement avec la suite du feuilleton, Jouyet, Fillon, mais aussi les révélations aujourd'hui autour de la mort de Rémi Fraisse. Et nous évoquerons aussi la situation très tendue au Proche-Orient. Analyse et débat après le tour de l'info d'Agathe Pécastin. Regardez. Les causes de la mort de Rémi Fraisse auraient été connues par les gendarmes le soir même des faits. C'est ce que révèle le procès-verbal de la section de recherche de Toulouse, publié par Le Monde. Après le lancement des grenades, les gendarmes constatent son décès et affirment qu'il ne faut pas que les manifestants en prennent connaissance. Le ministre de l'Intérieur est pourtant resté silencieux pendant plus de 48 heures. Face aux critiques, Bernard Cazeneuve se défend d'avoir voulu étouffer l'affaire. Dès le moment où le drame a été connu, l'action publique s'est enclenchée et une seule et unique consigne a été donnée aux agents qui sont sous ma responsabilité de dire toute la vérité à la justice. Le procès en appel des surirradiés d'Épinal s'est ouvert cet après-midi. Sur les bancs des accusés, 2 anciens médecins et un radiophysicien déjà condamnés en première instance à de la prison ferme. Près de 450 patients les accusent d'erreurs médicales. Les victimes étaient traitées pour un cancer de la prostate et ont été surexposées aux radiations. 12 personnes en sont mortes. Après des débats houleux, le rapport sur la lutte contre les discriminations a été adopté de justesse au Sénat. Le texte a exclu le recours explicite à des statistiques ethniques et renforce l'enseignement des faits religieux à l'école. Autre proposition, lors du recensement, une question sur le pays de naissance des parents pourrait faire partie du questionnaire. Ils sont les plus grands pollueurs de la planète et s'accordent sur leur engagement. La Chine et les États-Unis ont annoncé pour la première fois des objectifs chiffrés afin de lutter contre le réchauffement climatique. En France, le gouvernement souligne cet effort historique. Ça permet d'être optimiste sur à la fois la conférence de Lima qui va avoir lieu en décembre et puis la grande conférence de Paris en décembre 2015. Des promesses qui pourraient ne jamais se transformer en actes. Les Républicains, désormais majoritaires au Sénat, ont déjà rejeté l'accord.
La suite du 22h et le mercredi soir, c'est le club d'éditorialistes. Vous connaissez le principe, analyse et débat sur les sujets qui rythment l'actualité en France et dans le monde, bien sûr, avec des journalistes de la presse écrite et des spécialistes de différents domaines. Le tout est croqué, comme d'habitude, en direct par notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Merci d'être à nos côtés. Merci, bonsoir à tous. Et à présent, autour de la table du 22h, je présente nos invités. Guillaume Tabar, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Éditorialiste au Figaro. Michel Urvois nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste à Ouest France, notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault est là. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et Jean-Paul Chagnolo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes le directeur de l'IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient. Alors messieurs, tout au long de notre débat, tout à l'heure, nous allons évoquer les suites du feuilleton Jouyet-Fillon, les conséquences également des nouvelles informations autour de la mort de Rémi Fraisse et dans quelques instants en direction le Proche-Orient pour évoquer les nouvelles tensions, d'ailleurs qui durent depuis plusieurs jours. Mais d'abord, je voulais vous faire réagir ce soir à cette belle aventure, à cet exploit spatial. Une vraie première, Guillaume Tabar. Est-ce qu'on peut dire ce soir à la fois vive les scientifiques et pour une fois peut-être aussi vive l'Europe? Ouais, vive les scientifiques, incontestablement. Vive l'Europe, c'est un peu l'éternel débat. Si j'ai bien compris, on n'est quand même pas devant une initiative de l'Union européenne, mais une initiative d'États européens, comme on a assisté avec, par exemple, Airbus. Donc, vive l'Europe au sens où des pays européens ont été capables de travailler ensemble pour un beau projet, en l'occurrence un beau projet scientifique. Voilà, mais ça n'est pas une consécration de l'Union européenne telle qu'elle est, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Jean-Luc Gombault, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Lorsque la Confédération helvétique fait partie du projet et n'est pas membre de l'Union européenne, donc ça n'a rien à voir avec la Commission européenne. Cela dit, l'Europe ne se limite pas à la Commission européenne et à ce dont on parle tous les jours. C'est une réussite quand même européenne. Alors c'est très effrayant de voir que cette vaisseau spatial, si on peut dire, a parcouru 5 milliards de kilomètres et pendant ce temps, l'Europe n'a pas bougé. Donc ça, c'est quand même un truc assez extraordinaire. L'Europe écrit une nouvelle page. Jean-Paul Chagnolo, c'est vrai, on critique souvent l'Europe de la défense. Autour de cette table, on critique toutes les initiatives économiques, sociales. Là, vraiment, il y a une belle démonstration, j'allais dire parfois, d'unité, oui. Oui, certainement. Et puis surtout, ça nous rappelle ce que nous sommes. Moi, je rêve toujours que lors d'un voyage comme celui-là, on rencontre des extraterrestres. Ah oui. Et du coup, tous nos problèmes... Oui, bien sûr, mais je veux dire, philosophiquement, ça remettrait à leur juste valeur et à leur mesure tous les problèmes que nous avons. Et tout à l'heure, quand je voyais toutes les difficultés que ce petit robot avait pour se mettre, pour planter ses banderies sur la comète, je me disais que nous, on se posait la question de savoir si Jouyet allait garder, allait bien s'installer avec ses oui, il a du mal avec ses banderies. Se visser. Bon, je veux dire, et quand on prend c'est une image et on la dépasse très vite, on s'aperçoit que le fondamental est vraiment ailleurs. Un petit coup d'œil à la première caricature d'Hervé Baudry. Hervé, vous ne voyez pas des petits martiens, vous voyez des drones encore partout? Je vois des drones partout en ce moment. Donc on peut imaginer peut-être, c'est une comète, il n'y a peut-être pas de vie dessus, mais s'il y avait quelqu'un, la réflexion, ce serait de se poser la question. On va voir bientôt les premières images et puis les premières informations. Michel Urvois, je vais quand même rappeler que c'est un pari d'environ 1,4 milliard d'euros. C'est le coût total de la mission. Mais ça vaut le coup, j'allais dire. Oui, mais c'est la démonstration, une nouvelle démonstration que, en tout cas dans les domaines techniques et économiques, que l'Union fait la force, fait l'audace et fait le succès. Moi, ce que j'aime bien dans cette aventure en plus, c'est que ça nous fait redevenir un peu enfant, quoi. Voilà. On a des étoiles dans les yeux. On a des étoiles dans les yeux. Voilà un sujet de rêve. On nous parle souvent de rêve en politique. Ça marche pas très bien. Là, il est vraiment réenchanté. Voilà. Et ça rappelle aussi des choses qu'on a pu lire dans son enfance, des livres de science-fiction. Là, la science-fiction, elle est science, tout simplement. Et Guillaume Tabar, est-ce que c'est aussi un signal, un message envoyé aux Américains, aux Russes, pour leur dire, malgré plusieurs échecs dernièrement, on est là, on compte aussi dans ce domaine-là? Oui, je pense que la question de cette aventure spatiale, l'Europe précisément, ça n'est pas né d'aujourd'hui, cette histoire. Donc l'Europe a toujours été assez performante en la matière. Et c'est vrai que l'aboutissement de cette mission montre que l'Europe n'a pas à rougir face aux superpuissances. Ce que dit Guillaume, c'est pas né d'hier. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce projet. Et on voit bien... Oui, 10 ans qu'elle est partie. 10 ans qu'elle est partie. Oui. Voilà. Donc ça montre bien que la notion de temps, de durée, dans les grandes réussites, c'est un élément fondamental. Nous qui vivons dans l'immédiat, voilà. Alors un petit bémol quand même, parce que la suite n'est pas aussi évidente que cela. Par exemple, le projet Galiléo est vraiment, on ne sait pas très bien où il se trouve.
Les Allemands sont très réticents pour faire Ariane 6, qui est le développement de Ariane 5. Donc c'est un succès, puis il faut le poursuivre. Alors, il y a le rêve et puis il y a la réalité. C'est l'escalade, on va en parler, Jean-Paul Chagnollo, dans la région avec des semaines de violence ininterrompues. La situation sécuritaire se dégrade et l'inquiétude grandit autour d'une possible, dit-on, troisième intifada. Le rappel des faits, on en parle juste après. Regardez, c'est un sujet de Mounir Soussi. Israël et les territoires palestiniens plongés dans une nouvelle spirale de la violence. Depuis le début du mois, le quotidien est rythmé par le cycle attaque-représailles. L'étincelle est encore une fois partie de l'esplanade des mosquées. La tentative d'assassinat d'un militant de l'ultra-droite israélienne à Jérusalem a ravivé les tensions autour de ce lieu saint. Après une série de heurts à Jérusalem, les violences se sont disséminées sur tout le territoire. La mort d'un manifestant dans le nord d'Israël a débouché sur des émeutes et sur une autre forme de violence. Des actions perpétrées par des Palestiniens avec des modes opératoires inattendus, comme cette attaque à la voiture bélier près d'un arrêt de tramway à Jérusalem qui a coûté la vie à une personne et au conducteur abattu par la police. Ces faits se sont multipliés ces derniers jours, tout comme les attaques à l'arme blanche. Un soldat et une habitante d'une colonie ont été tués au couteau dans des lieux publics. Face à ce regain de tension, une partie du gouvernement israélien fustige Mahmoud Abbas et sa présumée incapacité à contrôler son peuple. Le président de l'autorité palestinienne s'en prend lui au Hamas qui saboterait les chances de sortie de crise. C'est dans ce climat que la ville de Jérusalem a donné son feu vert pour la construction de 200 logements dans la partie est de la ville, une zone colonisée par Israël, dans laquelle les Palestiniens espèrent installer un jour la capitale de leur futur État. Jean-Paul Chagnollo, regain de tension, est-ce que la crainte d'une nouvelle intifada est vraiment réelle? Ce qui est certain, c'est que les violences qui ont commencé aujourd'hui, qui étaient déjà là il y a quelques semaines, vont continuer. Et le plus étonnant, c'est qu'elles ne soient pas encore plus fortes, plus denses. Je crois qu'il faut rappeler une chose très simple, c'est qu'on est, ça paraît presque un leitmotiv, mais on est d'abord et fondamentalement dans une situation d'occupation. Si on ne comprend pas ça, c'est-à-dire que Gaza est enfermée, la Cisjordanie est occupée, et Jérusalem est occupée. Et on veut judaïser Jérusalem-Est. Donc à partir de là, il y a 4 millions de gens, hommes, femmes, enfants, qui vivent sous occupation. Et alors on s'étonne qu'ils n'acceptent pas cette occupation. On s'étonne qu'ils n'acceptent pas la judaïsation de la vieille ville et des quartiers comme Silouane qui sont tout autour. On s'étonne qu'ils résistent à la colonisation de tel ou tel endroit du côté d'Hébron ou de Naplouse en Cisjordanie. On s'étonne que les gens de Gaza n'acceptent pas leur enfermement, etc., etc. Bref, si on ne rappelle pas... On dire que tout ça est prévisible. Mais bien sûr, si on ne rappelle pas ces fondamentaux, eh bien, on est complètement à côté de la plaque. Et je crois, en ce moment, il y a un mouvement diplomatique qui travaille un petit peu et qui, effectivement, nous indique quelle est la solution. Mais qui a intérêt, là, en ce moment, à cette confrontation? Est-ce que ce cycle de violence reprenne? Parce que le Hamas demeure, malgré sa harangue répétée, quand même affaibli pour organiser un soulèvement en ce moment en Cisjordanie. Je crois, vous savez, moi, il m'arrive assez souvent d'aller là-bas, et quand je discute avec des jeunes, alors bien entendu, c'est pas représentatif, c'est un peu impressionniste, vous voyez tel ou tel jeune, ils ont envie de vivre, quoi, tout simplement, de vivre, d'ailleurs se marier, avoir un boulot, voyager, se déplacer, et tout ça, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Donc, je ne crois pas qu'aujourd'hui, ni le Hamas, en plus qui est assez enfermé sur Gaza, ni a fortiori l'autorité palestinienne qui est complètement en lambeaux, puissent organiser quelque chose. Par contre, des petits groupes peuvent le faire, ou bien tout simplement des individus. Moi, j'ai vu des jeunes qui étaient simplement tellement frustrés, qu'on avait tellement marre, qu'ils n'avaient rien à perdre. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Ils n'ont rien à perdre. Ils ont 20 ans, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir politique, ça c'est clair. Mais ils n'ont pas non plus d'avenir social. C'est-à-dire que, en particulier à Jérusalem-Est, il faut bien comprendre ce que c'est. Ils sont, par exemple, c'est une catégorie à part. Ils sont résidents à Jérusalem. Il faut avoir une carte de résident que vous donne l'autorité d'Israël occupante. Donc on leur dit, vous êtes chez vous, mais vous n'êtes plus chez vous. Et cette carte de résident, elle peut être retirée pour un rien. Par exemple, si vous épousez une femme, si vous êtes un type, un bonhomme à Jérusalem-Est, si vous épousez quelqu'un à Ramallah, eh bien on va vous dire, votre centre de vie, c'est ça le critère, n'est plus là, il est à Ramallah, partez. Et c'est comme ça. Et donc les mômes, je prends vraiment ce terme, un peu comme ça, ils ont envie de vivre, quoi, je crois. Il faut comprendre ça. Bien sûr, bien sûr. Et donc c'est pour ça que je crois que le politique est quelque part autour, mais le politique est assez largement délabré et l'autorité palestinienne est complètement incapable de faire quoi que ce soit dans cette affaire. Elle essaie de négocier, elle n'y arrive pas. Quant au gouvernement de Netanyahou, ce qui est caractéristique aujourd'hui, je lisais Haaretz tout à l'heure, Haaretz, un journal israélien, bon, assez contestataire, il disait très justement que ce gouvernement montrait ce qu'il était, c'est un gouvernement nationaliste qui veut absolument ne rien céder. Alors, et je crois que c'est ça le problème. Quelle est la place de ce gouvernement et j'allais dire même sa place sur la scène internationale?
international parce que aujourd'hui, il y a l'idée d'une reconnaissance de l'État palestinien qui fait son chemin. On l'a vu avec la Suède, on l'a vu avec d'autres pays. En France, les députés vont voter le 28 novembre. Est-ce qu'Israël n'est pas en train de Vous savez si on prend une carte du monde en quelques mots, quels sont les États qui ont reconnu aujourd'hui l'État palestinien? C'est le monde entier, tout simplement le monde entier, sauf l'Occident et le Japon. C'est-à-dire que, mais maintenant, dans l'Occident, en Europe, il y a des brèches. Alors, on dit que la Suède est le seul. C'est pas vrai, parce que les pays qui étaient autrefois communistes ont reconnu en 1988 l'État palestinien. Donc il y a déjà en Europe quelques États qui l'ont fait. Mais il est bien évident que si un pays comme la France et comme l'Espagne qui commencent à se poser de vraies questions, eh bien ça changera. Et à ce moment-là, ça isole ce gouvernement. Et ce gouvernement, c'est une chose, le gouvernement israélien, mais il y a aussi une population israélienne. Et à mon avis, il y a une majorité. Et à mon avis, il y a une majorité en Israël de gens qui ont envie de vivre normalement eux aussi. Et donc l'idée d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, c'est la solution que beaucoup d'Israéliens soutiendraient. Une petite respiration avec la caricature d'Hervé. La Suède, moi, ça m'a fait penser au groupe ABBA. Puis bon, Mahmoud Abbas, il est bien. Ah oula, quel beau jeu de mots. Je vais loin. Il faut aller le chercher. On va passer sur la comète pour aller le trouver. C'est des Suédois. Guillaume Tabar, est-ce qu'il y a un mouvement inexorable justement pour la reconnaissance d'un État palestinien? On l'a vu avec de très nombreux pays, il faut le dire. Il n'y a pas que la Suède, on a beaucoup parlé de la Suède, bien sûr, mais sur la carte, c'est assez impressionnant. On sait bien le seul, enfin pas le seul, mais le pays qui compte le plus sur la scène internationale sont les États-Unis. Bon. Et aujourd'hui, il y a une réalité, j'allais dire, presque démographique simple. Quelle est la première ville juive au monde? C'est pas Jérusalem, c'est New York. Et compte tenu du poids de l'électorat juif aux États-Unis, que ce soit dire auprès des démocrates ou auprès des républicains, là-dessus il n'y a pas de différence, il y a un poids tel qui fait que jamais, en tout cas à moyen terme, jamais les États-Unis feront le choix d'une confrontation frontale avec un gouvernement israélien, fût-il un gouvernement très dur comme celui de Benjamin Netanyahou. D'autant plus que le pouvoir quand même de Barack Obama, on peut un petit peu le... Oui, voilà. On pourrait comparer l'autorité palestinienne avec... Ils sont un peu en lambeaux, c'est clair. Mais les États-Unis sont quand même tenus par son d'engagement, ils sont contre la colonisation, et par exemple, ils n'ont jamais reconnu Jérusalem-Est comme capitale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambassade, aucune ambassade au monde, pas même celle des États-Unis. Donc il y a un moment où je veux dire, les valeurs, c'est ça qu'il faut dire, c'est pas pro-palestinien ou pro-israélien, les valeurs qui sont celles d'une certaine conception en Occident impliquent qu'il faut que les peuples puissent vivre comme ils l'entendent, c'est-à-dire avoir un toit politique, c'est-à-dire avoir un État. Et je pense que ça serait d'avoir un État pour les Palestiniens, et je pense que ce serait de l'intérêt des Israéliens d'avoir à côté, avec des conditions très particulières, des garanties multiples, tout ce que vous voudrez, on peut imaginer, et ça a d'ailleurs été très souvent imaginé, très concrètement, pour que l'État d'Israël soit en sécurité par la paix et non pas en sécurité par la guerre. J'ai une question pour vous, c'est qu'est-ce que ça veut dire reconnaître un État sans reconnaître ses frontières? C'est-à-dire que le problème, c'est un État abstrait, ex nihilo, qui n'a pas... Non, parce qu'il y a des textes de droit international très clairs qui désignent les frontières, y compris dans les textes des Nations Unies, qui désignent les frontières comme étant la ligne de démarcation de 1967, avec Jérusalem-Est également dans ce périmètre. Par conséquent, quand on reconnaît l'État dans ce cadre-là, dans le cadre, au fond, qui nous renvoie au lendemain de la guerre de 1948, c'est-à-dire avec Gaza, Cisjordanie, les Jérusalem-Est. Et dans les textes officiels de l'Union européenne, dont nous parlions avec un peu de désenchantement, en essayant tout de même d'être enchantés par ce qui se passe, en prenant les choses autrement, dans les textes de l'Union européenne, il est clairement dit que l'Union européenne, en tant que telle, reconnaîtra un État palestinien en Cisjordanie, à Gaza et Jérusalem-Est, avec une phrase simplement très européenne, reconnaîtra le moment venu. Alors le moment venu, ça permet évidemment... Et le problème, c'est que le temps, finalement, joue contre la paix, parce que vous parlez des frontières de 67, mais le territoire, pour ne pas dire le pays de 67, n'est pas celui d'aujourd'hui. Et avec le mécanisme de la colonisation, alors là, pour le coup, on voit que Benjamin Netanyahou a un projet très construit, très cohérent, qu'il avait déjà commencé à mettre en œuvre, enfin, déjà du temps, son premier passage... Dans les années 80, voilà. Donc c'est très ancien. Mais chaque colonisation supplémentaire rend la situation un peu plus irréversible, parce que on sait bien que c'est très rapide de construire une nouvelle colonie, c'est très compliqué ensuite de la retirer. Et par exemple, le seul qui avait tenté un petit peu d'aller dans ce sens-là, ça avait été Ariel Sharon, qui avait, alors après avoir été plus qu'un faucon, avait tenté, et le seul moment un peu d'espoir d'un règlement, c'était lorsque Ariel Sharon a changé radicalement de position. On connaît la suite. Ça serait un long débat, je crois que c'était une illusion, mais enfin, admettons. En tout cas, juste pour être dans l'actualité, le 9 novembre 1989,
un mur a été enlevé. On aurait pu dire que c'est un fait accompli, je pense à Berlin. Eh bien, il est tout à fait possible qu'on ait la même chose en Cisjordanie. Le mur pourrait être complètement retiré en quelques jours, en quelques heures. Et la colonisation, c'est vrai, vous avez raison, mais en même temps, il y a plein de solutions, notamment des échanges de territoires. S'il y a une vraie volonté politique, cette question majeure que vous évoquez, elle peut être réglée, elle aussi. Toutes les questions peuvent être réglées dès lors qu'elles sont mises sur la table par des gens qui veulent vraiment avancer. Et c'est toute la question. Une dernière question, Jean-Paul Chagnollo. Que reste-t-il, j'allais dire, de Yasser Arafat? Il y a eu plusieurs hommages, célébrations après les 10 ans de sa mort. Qu'est-ce qu'il représente encore aujourd'hui? Je crois que c'est un symbole, et je crois que c'est un symbole dont les Palestiniens auraient bien besoin aujourd'hui, parce que ça a été le symbole de leur unité. Il faut bien comprendre que lorsqu'il arrive sur la scène politique en 1969, les Palestiniens n'existent pas, ils sont complètement désintégrés entre le Liban, la Syrie, ils sont sous occupation, ils sont arabes israéliens, ils sont tout ce qu'on voudrait. Il n'y a pas d'unité nationale. Et il faut la reconstruire. Il a été un ciment. Et donc il a créé, il a pris le contrôle de l'OLP qui avait été créé 2 ans plus tôt, et ensuite, 5 ans plus tôt, et ça a été effectivement le ciment de l'unité nationale. Malheureusement, je crois qu'il n'a pas su gérer le retour. Il a tourné autour de la Palestine pendant des années. Quand il est revenu enfin en 1994, il n'a pas eu cette clairvoyance, cette lucidité de jauger des rapports de force. Et quand David, en 2000, a été un échec dont il porte en partie la responsabilité, mais les Palestiniens, ça l'oublie. Ils se souviennent d'abord de celui qui fut le représentant de leur unité nationale, qui leur fait bien défaut aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Paul Chagnollo, pour votre analyse. On va rappeler le titre de votre dernier ouvrage. Violence et politique, voilà, au Moyen-Orient. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Alors, on va poursuivre. Au Moyen-Orient, oui, ça pourrait être à l'Assemblée nationale ici. Justement, c'est une belle transition. On va revenir à la politique nationale française avec la suite de l'affaire, ou plutôt du feuilleton Jouyet-Fillon, qui est reparti de plus belle avec les questions cet après-midi, les questions d'actualité au gouvernement. On va d'ailleurs écouter la réponse du Premier ministre Manuel Valls, interrogé à la fois sur le rôle du secrétaire général de l'Élysée et surtout sur son éventuelle démission. Écoutez. Nos questions, celles de tous les députés du groupe UMP, sont donc simples. Pensez-vous un seul instant que le président de la République puisse ignorer les agissements de son secrétaire général? Pensez-vous sérieusement que M. Jouyet ait pu agir de la sorte sans avoir reçu les instructions du président de la République? Monsieur le Premier ministre, M. Jouyet a commis une véritable forfaiture. Nous demandons solennellement sa démission. Vous auriez pu aborder aujourd'hui, comme président du groupe et responsable de l'opposition, je ne sais pas, l'accord historique sur le climat entre la Chine et les États-Unis. Vous auriez pu poser une question sur la situation très préoccupante au Proche-Orient. Bref, vous auriez pu nous interroger, mais ça viendra peut-être après, sur les questions économiques et budgétaires. Alors, Monsieur Jacob et Mesdames et Messieurs de l'opposition, sachez que vous n'entraînerez pas le président de la République, le gouvernement et la majorité dans ces polémiques qui ne sont pas à la hauteur de l'attente des Français. Et en compagnie de Michel Urvois, de Guillaume Tabar, de Jean-Luc Gombault, de mon complice Hervé Baudry, on accueille avec plaisir le politologue Stéphane Rosès. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Sonia. Alors messieurs, ça fait plusieurs jours que l'on parle de cette affaire qui fait la une des journaux, qui est relayée largement dans les médias. C'est un véritable feuilleton, Guillaume Tabar, avec de multiples rebondissements. D'abord, je voulais vous demander comment cette affaire qui concerne la droite et la gauche est perçue, ou comment elle peut être perçue par l'opinion. Précisément, dès qu'il y a une affaire dans l'affaire, et là on est... ce qui est une affaire Jouyet, dans une affaire Fillon, elle-même dans une affaire Big Malion, etc. Dès qu'il y a une affaire dans l'affaire, il ne faut pas chercher à comprendre, l'opinion est perdue et ne cherche plus à démêler le vrai du faux et démêler la responsabilité de chacun. Je pense qu'il y a... tout le monde est enveloppé dans le même sac. Et voilà, et que dans cette affaire, personne ne sortira indemne parce que personne ne va essayer d'établir une hiérarchie, une chronologie des événements et une hiérarchie des vérités. Un coup d'œil à la caricature d'Hervé Baudry, ça vous inspire, Hervé? Mais oui, mais c'est une formidable histoire politique où la politique et la gastronomie se mêlent en France. On aime ça, faire des déjeuners politiques. L'oiseau de malheur, blanc-bec, voilà, du castor. Ah, c'est un déjeuner de toqué. C'est un déjeuner de toqué, oui, mais bon, ça part en vrille, parce qu'au début, ils sont apparemment amis. Hein. Et maintenant, ça va devenir... Oui, c'est des haines recuites, cuites et recuites, pour parler de cuisine. Et il se critique Bocuse. Hein. Stéphane Rosès, c'est un climat quand même politique particulier. Quelle image cela donne-t-il? Je vous repose la même question. Mais Guillaume Tabar a raison. Quand il y a une affaire, dans la nuit, tous les chats sont gris.
Et c'est là où on ne lasse pas de s'interroger sur ce que fait l'exécutif. Il y a un certain nombre de points où l'exécutif peut se prévaloir d'éléments positifs. L'action internationale de François Hollande, et dans la scène intérieure, il n'y a pas tant de domaines que ça, mais il y a très certainement celui que tout le monde reconnaît, c'est-à-dire que l'exécutif a laissé faire la justice et les journalistes pour faire leur travail, y compris dans les difficultés qu'ils ont retrouvées dans le passé. Tout le monde reconnaît, ça vous le dites, oui. Parfois c'est contesté à droite, je me permets de vous le rappeler. Oui, c'est quand on compare. Écoutez, les magistrats, y compris de droite, se sont retrouvés très anti-sarkozystes parce qu'ils ont considéré, pendant toute la période antérieure, qu'ils ne pouvaient pas travailler dans la sérénité. Et le seul fait même qu'il puisse y avoir un tel climat au sein de l'UMP, que quelqu'un d'aussi, je dirais, calme que François Fillon semble éventuellement inquiété, comme les autres, par le retour de Nicolas Sarkozy, montre assez ce qu'a pu être... Plus que les autres. Plus que les autres, sans doute, montre assez ce qu'a pu être le climat antérieur. Eh bien, sur cet acquis-là, on arrive, les socialistes arrivent, on arrive à assister à un spectacle où même cet élément relativement positif, du fait je dirais, d'épisodes tout à fait incroyables, se retourne contre l'exécutif. Et donc c'est quelque chose de tout à fait hallucinant. C'est bien normal que la droite, du coup, demande la démission du secrétaire général. On ne saurait rêver pareille situation. Et donc la question, c'est quel va être l'engrenage de cette affaire. Alors justement, on va en parler, mais celui dont vous parlez, le secrétaire général de l'Élysée, si bien croqué par Hervé Baudry, on va le voir. En fait, il n'arrête pas la politique, non, il n'arrête pas la politique. restos. Il continue son poste, mais il va peut-être arrêter un petit moment. Michel Lervois, je vais vous laisser réagir. Je voulais qu'on écoute ce soir la réaction d'Alain Juppé, qui ne s'était pas encore exprimé sur cette affaire. On l'écoute. Est-ce que M. Jouyet doit démissionner, comme l'a suggéré M. Jacob? Écoutez, j'ai surtout été intéressé parce que je viens d'entendre sur l'arrivée de la sonde Philae sur Tchouri. Donc essayons de regarder un peu plus haut. Voilà, Alain Juppé est branché sur Philae, hein, Michel Lervois, plutôt que... Moi, ça m'inspire deux ou trois choses. La première, c'est que les socialistes... Enfin, François Hollande, il a la scoumoune, quoi, parce qu'à chaque fois qu'il essaie de se relancer, et c'était encore le cas donc l'autre soir à la télévision, immédiatement le lendemain, il y a une affaire privée ou publique qui vient couper tous les faits et lui couper ses ailes, en tout cas. La deuxième observation, c'est que une fois de plus, il s'agit d'une affaire qui concerne la droite, l'affaire Big Malion, et une fois de plus, ça se retourne contre le pouvoir en place. Que je sache, François Hollande ou Manuel Valls n'ont rien à voir dans cette histoire. Et la question se pose de savoir jusqu'où François Hollande est intervenu dans tout ce processus de connaissance des informations. Mais le point de départ et l'objet de ce fameux déjeuner, si objet il y a eu, c'est une affaire qui ne concerne pas on va parler des faits, mais il y a aussi... Et troisième chose, alors pour rebondir sur ce que vient sur la réaction d'Alain Juppé, je pense que ceux qui se tiennent à distance sont peut-être les seuls bénéficiaires. Je pense qu'il en fait partie. Oui, c'est clairement le cas. Guillaume Tabar, il y a les faits et puis il y a les rumeurs. Je parlais rapidement des rumeurs, on va fermer la parenthèse, mais il y a des rumeurs sur l'objet des discussions lors de ce déjeuner. Certains parlent de l'hypothèse de la dissolution qui aurait été évoquée avec le test d'éventuel Premier ministre dont ferait partie donc François Fillon et peut-être même Alain Juppé qui aurait été sollicité pour un déjeuner. Alors, pour le coup, ni Jean-Pierre Jouyet dans ce qu'il a pu dire et confirmer ou démentir, etc., ni François Fillon, dans ce qu'il a pu dire de ce déjeuner, y compris, ni Antoine de Gosselin-Grinville, quand on l'interroge sur ce déjeuner, n'ont parlé de la question de la dissolution et de la nomination à Matignon. Et là, pour le coup, ça me paraît très assez aberrant. Qui a parlé dans le Figaro, est-ce qu'il a été présent tout le long du déjeuner? Il le dit. Il le dit. Oui, rien n'indique qu'il soit parti du... Mais je dis, quand on écoute bien ce que disent les uns et les autres, y compris François Fillon dimanche soir sur TF1, il ne nie pas avoir pu parler. Il dit, on a parlé de l'actualité. Quelle était l'actualité du moment? C'était quand même ce qui se passait à l'UMP, etc. Le point que François Fillon conteste, c'est d'avoir demandé à l'Élysée de faire pression sur la justice. Bon, c'est vrai que c'est pas un point mineur. Alors après, on est dans une casuistique un peu fine, savoir si on en parlait quand même d'actualité ou pas. C'est vrai que spontanément, on a du mal à croire, dans la mesure où cette affaire, d'abord, dominait l'actualité, ou, comme le rappelait Stéphane Rosès, où François Fillon est touché, effaré par les conditions. Il a dit publiquement qu'il était choqué
par le Sarkoton qui était choqué par le fait que l'UMP ait pris en charge les indemnités. Ça, c'est pas caché et c'est pas scandaleux. Il a le droit de oui, penser ça. Il y a une limite qu'il aurait franchie, voilà. selon vous. La question, bon, donc qu'avec Jean-Pierre Jouyet, que dans un déjeuner, en toute confiance, en toute amitié, ils évoquent ça, on peut le comprendre et ça n'a rien de choquant. La question, c'est le passage à une demande d'intervention sur la justice. Bon. On est maintenant face à des versions contradictoires. Version contre version. Oui, c'est parole contre parole. Alors, on peut dire que c'est 2 contre 1, vu que Antoine Gosset-Grainville, qui est certes plus un collaborateur de François Fillon, mais qui a une vraie amitié pour Jean-Pierre Jouyet. Il suffit de voir ce qu'il disait lorsqu'il a quitté la Caisse des dépôts. Il a dit « je perds un ami et je suis triste aussi de le quitter ». Donc je pense qu'on ne peut pas mettre en cause... Enfin, Antoine Gosset-Grainville n'est pas une partie qui veut planter l'un pour défendre l'autre. Contrairement à ce qui a été dit par certains, qui remettent en cause sa version. Il est clairement plus proche de François Fillon aujourd'hui parce qu'il travaille avec lui. Mais on va juste jeter un coup d'œil à la caricature d'Hervé Baudry. Toujours sur les drones. Donc c'est le thème de la soirée. Mais je survole ce soir. Ah oui, le plan de table. Comme Alain Juppé. Donc il y a bien tous les couverts et le micro, évidemment, qui était mis en évidence. Jean-Louis Gombaux. Il y a 2 choses quand même. Il y a le fameux déjeuner entre M. Fillon, enfin ils étaient 3, et Jean-Pierre Jouyet, et ensuite la rencontre avec les journalistes. Et ce qui me frappe, c'est que les journalistes viennent voir le secrétaire général de l'Élysée pour discuter du mandat, du quinquennat de François Hollande. Et M. Jouyet parle de ça. Et c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que qu'est-ce qu'un secrétaire général de l'Élysée reçoit 2 journalistes et vient parler de quelque chose qui n'est pas dans le sujet. Je veux dire par là, quand nous allons voir, quand nous rencontrons des hommes politiques, il n'y a pas un ordre du jour, proprement parler. Mais enfin, on vient le voir pour quelque chose de bien précis. Et là, il s'agissait comment s'est déroulé le quinquennat. Et bien, moi, je vais vous parler de cette affaire. Et ce qui n'est pas normal, comme il n'est pas normal, je trouve, que le ministre de l'Environnement dise non, monsieur Jouyet reste secrétaire général de l'Élysée. Mais ce n'est pas ses affaires. C'est-à-dire, je veux dire par là qu'on est toutes les barrières sont le secrétaire général de l'Élysée rencontre des journalistes, le ministre de l'Environnement dit de distribuer les postes. Tout ça est un petit peu bizarre. Et porte-parole du gouvernement quand même. C'est en tant que porte-parole du gouvernement. Ça traduit ce qu'on dit, c'est un climat politique qui est très particulier, avec un mélange de rôles. Exactement. Et ça a commencé avec M. Sarkozy, où les conseillers du président parlaient dans tous les micros, où il n'y a plus de frontières. Et donc, ça a contribué à faire perdre les gens. Enfin, dernier point, je trouve que M. Jouyet est un faux ami. Parce que, en fin de compte, M. Jouyet avait une pièce importante dans sa poche, qui était le fameux rapport de Bercy, qui disait il n'y a pas de problème quant au fait que l'UMP paie l'amende qui est infligée pour dépassement de campagne. Il aurait pu dire à ce moment-là à M. Fillon, écoute, il y a une note, elle est confidentielle puisqu'on est entre amis, n'est-ce pas? Je te conseille pas d'aller sur ce terrain parce que, bah oui, normalement, si c'est un vrai ami, il lui dit ne va pas trop sur ce terrain, c'est casse-gueule parce que l'affaire de Sarkozy est plutôt en béton. Regardez juste cette caricature d'Hervé. Oui, il me semble que c'est Fillon qui avait demandé à voir Jouyet, c'est ce qui se dit, non? C'est pas la version Fillon. C'est moi qui paye l'addition, et si vous me permettez, c'est les 2 qui trinquent. Oui, là, je vous prends pour s'en tenir aux faits, ou en tout cas aux déclarations qui sont faites par les uns et par les autres, il y a quand même 2 points qui posent question, comme on dit. Le premier, c'est que précisément, si les 2 journalistes du Monde interrogent Jean-Pierre Jouyet sur ce fameux déjeuner, c'est qu'ils le disent eux-mêmes, quelqu'un leur a dit. Bon, ils viennent vérifier au Jean-Pierre Jouyet l'information qu'on leur a donnée. Dites clairement ce que vous pensez de cette source. Moi? Oui. Qui serait cette source? Qu'est-ce qui se dit? Moi, je constate juste que on leur donne une information. Je constate par ailleurs qu'ils ne s'en cachent pas. Gérard Davet et Fabrice Lhomme voient tous les mois François Hollande pour un livre sur le quinquennat. Et je pense que tout le monde n'était pas au courant du contenu de ce déjeuner entre François Fillon. Voilà. Donc, je n'accuse personne. Je ne dis pas que c'est François Hollande qui a donné la source. Je dis qu'on peut au moins se poser la question. C'est dans un restaurant. Quand quelqu'un de l'Élysée donne un rendez-vous dans un restaurant, c'est qu'il sait pertinemment que ça va se savoir et que c'est une façon... sur le contenu du déjeuner. Sur le contenu. Et deuxième point, et je aller au chevaux, le deuxième point troublant, c'est que là, si on s'en tient à la version apparemment enregistrée dans 4 minutes 30, que dit Jean-Pierre Jouyet aux journalistes? Il dit, écoutez, là-dessus, moi, je ne peux pas faire plus loin. Non, à Fillon, enfin, il dit qu'il dit à Fillon, allez voir ça, allez voir Sylvie Hubach. Sylvie Hubach, la directrice du cabinet de François Hollande à la présidence de la République. Donc, je veux bien qu'il n'y ait aucune intervention sur la justice, mais si on s'en tient à la version de Jean-Pierre Jouyet, François Fillon demande une intervention,
on le renvoie quand même à un autre échelon hiérarchique au sein de la présidence de la Moi, République. je ne connais pas l'objet des conversations, mais peut-être qu'on connaît le menu, Hervé Baudry. Je connais un Nicolas qui aime bien manger quelquefois, qui se taperait bien un Fillon Maury. Oui, mais comme on ne connaît pas l'objet de ces discussions, qu'il y a quand même beaucoup de questions en suspens, quel est le rôle de François Hollande, qu'est-ce qui s'est dit, qui a menti, etc. Moi, je voulais vous poser la question sur les conséquences à droite. On a vu un Nicolas Sarkozy qui a cherché à prendre de la hauteur et qui cherche à rassembler en se disant moi, je ne suis pas pour les divisions, justement. Est-ce que c'est une aubaine pour l'ancien président, malgré tout, cette affaire, Michel Urvoas? C'est peut-être une aubaine, mais je pense que ça ne change rien pour lui. Il concourt dans une élection qui est l'élection à la présidence du parti. Je ne pense pas que sur l'électorat, sur le cœur de l'électorat UMP, ça aura beaucoup de conséquences. Ça pourrait en avoir si on était dans une autre élection, si on était dans la primaire, par exemple, ou a fortiori dans la finale de la présidentielle. Là, j'y crois pas beaucoup. Mais moi, je me mets un peu à la place des Français. Quand ils voient tout ça, quand ils entendent tout ça, quand ils nous entendent, attendez, ils n'ont pas de boulot. Ils paient des impôts qu'ils jugent insupportables. Ils ont un avenir qui est absolument incertain. Ils voient des conflits autour d'eux. Ils voient des manifestations violentes, etc. Ils se disent, mais c'est quoi cette histoire? Je pense que ça affaiblit l'ensemble de la politique. François Fillon avait raison tout à l'heure à l'Assemblée nationale de rappeler un peu l'actualité, la hiérarchie des choses. C'est vrai que ça fait quand même... Manuel Valls, vous voulez dire. Manuel Valls, ça aurait pu être dans l'autre sens. De rappeler la hiérarchie des choses, parce que effectivement, ça fait un peu dérisoire par rapport à ce que vivent les Français. Et je pense que ça fait vraiment pas de bien à la politique. Alors, messieurs, comme tous les mercredis, on va finir par la revue de presse, évidemment, de vos hebdos, apparaître demain. On va les voir, elles vont s'afficher juste derrière vous. Regardez, on va démarrer avec bien les Inrocks, cette une qui a beaucoup fait parler. Alain Juppé, à la une Stéphane Rosès, la Juppé-mania et cette phrase, le moins pire d'entre eux, qui rappelle la phrase de Jacques Chirac, le meilleur d'entre nous, justement. Le maire de Bordeaux, je le rappelle, qui s'est déclaré favorable à l'adoption par les couples de même sexe. Et plus généralement, il soigne son image de rassembleur dans cette interview. Oui, il prend de la hauteur, il soigne son image de rassembleur. Pour les Français, sans doute, ce qu'ils apprécient en lui, c'est une sorte de ce qu'était la bonne image de François Fillon, meilleure que celle de Nicolas Sarkozy en son temps à Matignon. C'est-à-dire qu'il semble être au service d'une fonction. Il ne semble pas se servir. Alors, lors de la campagne, lorsqu'il sera dans le vif, le sujet, ce sera quel type de relation il arrivera à instaurer. Est-ce qu'il arrivera à instaurer avec les Français la relation qu'il a instaurée avec les Bordelais, de sorte de remettre en mouvement Bordeaux? Est-ce qu'il peut le faire? Voilà. Est-ce qu'il peut le faire au service des Français? Avec juste un danger pour Alain Juppé, qui cherche à rassembler, c'est une chose, mais qu'ils prennent garde à ne pas être le candidat de droite choisi par la gauche et préféré par la gauche. Et là, la stratégie recuptive, regardez, de ce point de vue-là, c'est compliqué. Je voulais vous faire réagir à la caricature d'Hervé Baudry. On fait tandem avec Guillaume. Voilà, donc encore un peu de temps, il pourrait très bien faire la une de Libé. Oui, mais ça peut être assez étonnant, la une des Inrocks, Michel Urvoas. C'est pas forcément attendu, Alain Juppé qui fait la une des Inrocks. Je pense qu'il a envie de s'adresser aux jeunes. C'est peut-être pas un hasard, puisque dans l'opinion, Stéphane Rosès le dirait mieux que moi, il est quand même plutôt supporté par un électorat âgé. Donc je pense que c'est de la bonne tactique. Pour revenir à ce que dit Guillaume, surtout. Moi personnellement, je pense qu'Alain Juppé est un pire adversaire pour la gauche que Nicolas Sarkozy. Oui, bien sûr, avec un positionnement beaucoup... Absolument. On va continuer à en parler. C'est challenge avec cette question. Lequel les trois Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon, qui est toujours là. Fillon qui est au centre, mais il est derrière. Voilà, c'est bien vu. Regardez. Le point à présent avec ce titre sur ces femmes qui changent le monde du travail, des personnalités très différentes et dans différents domaines qui racontent justement leur vie de femme au travail. L'Express à présent et le palmarès sur les hôpitaux et les cliniques. C'est un marronnier, les établissements passés au crible à découvrir dans votre hebdo. L'Obs à présent et regardez les révélations autour du mystérieux magot de Balkany l'Africain. Le député maire de Levallois-Perret aurait constitué une partie de sa fortune en Afrique, c'est à lire dans l'Obs. Le point, enfin, est cette remarque. Entendez-vous face au péril économique s'ils arrêtaient enfin avec leur guéguerre? C'est une sorte de supplique, là.
Voilà, messieurs, merci d'avoir été nos invités. Stéphane Rosès, Michel Leroy, Jean-Luc Gombault, Guillaume Tabar et évidemment Hervé Baudry. Merci. Je vous propose de terminer la tête dans les étoiles. On va regarder quelques images de notre petit robot qui s'est finalement posé. Il a rebondi légèrement, mais finalement, pas d'inquiétude. Il s'est posé. On aura probablement d'autres images et des informations à venir très bientôt. Voilà pour le rêve européen. Merci de votre fidélité. À demain. Belle et douce nuit à vous. Et à demain, toujours avec plaisir, bien sûr.